Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous retrouvons pour cette nouvelle émission Bernard Michon, historien maître de conférences à l'Université de Nantes et membre du CRHIA. Et notre invité aujourd'hui est Guy Sopin. Bernard, je vous laisse présenter Monsieur Sopin. Guy Sopin est professeur émérite d'histoire moderne de l'Université de Nantes. Il est également membre du CRHIA. Et parmi les différents ouvrages qu'il a rédigés ou dirigés, je signale celui-ci, Africains et Européens dans le monde atlantique, 15e-19e siècle, édité en 2014 aux presses universitaires de Rennes. Cet ouvrage reprend les communications réalisées à l'occasion d'un grand colloque qui s'est tenu à l'Université de Nantes. Merci Guy Sopin d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Alors il y a quelques mois, nous avions consacré une émission sur la traite interne du continent africain et aujourd'hui nous allons prolonger cette réflexion et parler du rapport des Africains à la traite occidentale, un sujet qui provoque d'intenses débats encore aujourd'hui. Guy Sopin, vous avez beaucoup collaboré avec des chercheurs des universités africaines et vous dirigez des thèses de jeunes doctorants africains sur cette question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cela en particulier ? Oui, il y a une raison principale. Quand on s'intéresse à la ville de Nantes, c'est qui est mon cas, à son histoire de grand port colonial, on ne peut pas ignorer la place très importante que la traite négrière a tenue dans le grand commerce colonial nantais. En effet. Et donc, tout logiquement, toutes mes études autour de la ville de Nantes comme grande place portuaire m'ont amené à m'intéresser à la traite négrière. On peut ajouter à ça une tradition du département d'histoire de l'Université de Nantes qui a comme partenaire, depuis très longtemps, l'Université Houphouët-Boigny d'Abidjan. D'accord. Et nous avons reçu beaucoup de professeurs africains à Nantes. Nos collègues aussi ont fait beaucoup de déplacements à Abidjan. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la place occupée par les esclaves dans les sociétés africaines traditionnelles ? De quelle époque parle-t-on ? Alors, nous parlons de l'époque qui correspond au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et on peut largement inclure dans cette époque la majeure partie du XIXe siècle, puisque l'esclavage ne va être vraiment déclaré comme interdit qu'avec la colonisation française à la fin du XIXe siècle en Afrique. L'essentiel correspond au XVIIIe siècle, qui est le siècle de l'explosion quantitative de la traite atlantique. Toutes les sociétés africaines de cette époque sont-elles esclavagistes ? Je crois que la majeure partie des sociétés sont esclavagistes. C'est quelque chose qui est lié à la civilisation africaine. Disons que c'est quelque chose qu'on le retrouve dans la plupart des civilisations. Mais l'originalité de l'Afrique a été d'entretenir ce système sur un temps très long. C'est ce que nous avions vu en effet dans notre émission sur la traite interne au continent africain. Bernard Michon, est-ce que vous pouvez peut-être relancer la définition de l'esclavagisme ? Oui, on avait eu l'occasion d'évoquer cette définition de l'esclave donnée par Olivier Grenouillot dans son ouvrage publié aux éditions Gallimard « Qu'est-ce que l'esclavage ?», qui définissait ce qu'était un esclave autour de 4 critères pour évoquer ce qu'est un esclave. L'esclave qui est perçu comme un autre par les esclavagistes, pour des raisons religieuses, il est parfois transformé en cet autre, l'esclavage possédé par un autre, l'esclave utile pour son maître dans différents domaines, et en particulier dans le domaine économique, mais pas exclusivement, et le concept proposé par Olivier Grenouillot de l'esclave comme un homme frontière. J'aurais envie de vous poser la question qui porte justement sur ces sociétés traditionnelles africaines. Ce sont des sociétés très hiérarchisées. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser un peu ? En Afrique, l'esclave représente le critère même de la richesse et de la puissance économique.
Il y a une grande différence entre la civilisation africaine et la civilisation européenne, par exemple, où, en Europe, c'est la terre qui a joué ce rôle. Pendant très longtemps, c'était la possession de la terre qui distribuait les puissants, les moyens et les dominait. En Afrique, la distribution de la terre, il n'y a pas de propriété privée de la terre. Et c'est quelque chose qui appartient à un ensemble collectif qu'on va peut-être définir plus tard, qui s'appelle le lignage. Et ce sont le chef de lignage et ses principaux conseillers qui installent les familles sur des terres qui restent une propriété collective. Et la façon de montrer comment on se situe dans cette société, si on est en haut, puissant, ou si on est en bas et peu de choses, c'est le nombre d'esclaves qu'on possède. Et comment on peut définir le terme de lignage ? Un lignage, c'est un ensemble de parentés. C'est une parenté. Et cette parenté, elle se définit simplement, il faut que les membres reconnaissent et mémorisent, sachent, ils soient capables de dire, d'expliquer comment ils descendent tous d'un même ancêtre commun. Il faut donc une mémoire profonde de ces ancêtres. Un ancêtre au point de départ. Et donc, quand dans le critère donné par Olivier Grenouillot, on évoque l'esclave comme un autre, c'est quelqu'un qui n'appartient pas justement au lignage. Qui n'a pas de lignage. Voilà, qui n'appartient pas au lignage, tout à fait. Et comment devient-on esclave alors dans les sociétés traditionnelles africaines ? On peut dire qu'il y a 3 grandes voies. La première voie, c'est de naître esclave. Si les parents sont esclaves, par la naissance, on est esclave. À cause de ses parents. La deuxième voie, c'est d'être capturé de façon violente, militaire, soit dans une guerre réglée entre États, on va dire, entre puissances souveraines, qui se font des guerres, ou de façon beaucoup moins réglée, de façon beaucoup plus anarchique, dans quelque chose qui renvoie plutôt vers du brigandage, ce qu'on peut appeler des razzias. La troisième façon, c'est une conséquence du fonctionnement du crédit en Afrique. Quand on veut emprunter de l'argent, il faut donner une caution. La caution, c'est de placer un de ses parents ou un de ses esclaves. Mais ça, on est déjà dans l'esclavage, ça n'aboutit pas. De placer quelqu'un qui est dans sa parenté, on le donne comme caution à celui qui prête l'argent. D'accord. Si on ne peut pas rembourser, la caution devient esclave. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Guy Sopin. La traite atlantique a débuté au XVIe siècle et elle s'est intensifiée au cours du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. L'achat massif d'esclaves a évidemment eu des conséquences sur les sociétés africaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Guy Sopin, quelles sont déjà les principales régions concernées par la traite négrière atlantique ? Il y a une grande région concernée. Il y a une région qui domine toutes les autres. C'est ce qu'on appelle l'Afrique centrale de l'Ouest. Ça correspondra aujourd'hui aux régions de l'Angola et du Gabon.
et cette côte qui va du Gabon à l'Angola. C'est la grande région. Et pourquoi c'est la grande région? C'est parce que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a le Brésil. Et c'est ce contact entre ce Brésil et cette partie de l'Afrique qui explique que ce soit la principale région qui a fourni les esclaves. Ce sont sur ces littoraux qu'il y avait le plus de ports négriers, de ports de traite. Ce ne sont peut-être pas... Il y avait beaucoup de ports. Il ne faut pas compter en nombre de ports. Il faut compter en nombre de captifs qui sont sortis de ces ports. Viennent après 2 autres zones. La côte des esclaves, qui correspond aujourd'hui au Bénin, au Togo et à la grande partie du Nigeria. Et la baie du Biafra, qui correspond aujourd'hui à l'est du Nigeria et au Cameroun. On imagine que les littoraux de l'Ouest sont donc là où partent les esclaves et donc il y a une lutte pour contrôler ces littoraux. Quelles sont les grandes évolutions qui ont lieu sur le Golfe, sur ces différents golfes et sur ces différents littoraux? Alors, pour le contrôle de ces littoraux, il y a un double aspect. Il y a la concurrence européenne. Les Européens se font une concurrence intense. Et il y a les pouvoirs africains qui, eux, veulent maintenir cette concurrence. Ils ne veulent pas satisfaire les grandes compagnies européennes qui voudraient essayer de conclure des accords privilégiés avec eux. Non, eux, ils veulent maintenir la concurrence parce que c'est leur intérêt économique. Bien sûr. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que les Européens ne s'aventurent véritablement à l'intérieur du continent africain qu'au moment de la colonisation. Donc on se situe dans les dernières décennies du 19e siècle. Auparavant, mis à part quelques exceptions, une implantation française peut-être le long du fleuve Sénégal, portugaise également le long de la côte du Mozambique, mais les Européens sont dans une position précaire le long des côtes, et comme l'a bien expliqué Guy Sopin, on se situe à un moment où les souverains africains cherchent à faire jouer la concurrence entre les différentes puissances européennes. Pour défendre évidemment leurs intérêts économiques. Merci, merci à vous. La semaine prochaine, nous restons ensemble et nous parlerons des transformations des sociétés africaines provoquées par la traite atlantique. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci aux auditeurs qui nous suivent. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.